Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. D'abord, pour démarrer cette interview, cette agression à Bordeaux, une femme âgée de 73 ans et sa petite fille violemment agressée. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a annoncé qu'un suspect a été placé en garde à vue et les faits se sont déroulés en fin d'après-midi. La scène a été filmée par une caméra d'un interphone. Avez-vous vu ces images ? Non, je ne les ai pas vues. J'ai su que vous alliez m'interviewer là-dessus. J'avoue que je ne veux pas avoir grand-chose à dire. Malheureusement, c'est ce genre d'événement, de faits divers avec éventuellement d'extrême violence. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc je garderai d'en tirer quelconque conclusion. J'ai vu que certains déjà essayent de récupérer cet événement. Il y a Moi, quelques je pense semaines, que la récupération des faits divers, c'est toujours extrêmement compliqué. il y a quelques semaines, le président de la République, en Conseil des ministres, s'alarmait sur le processus de décivilisation en cours dans notre pays après plusieurs faits de violence. À LFI, vous aviez dénoncé l'emploi de ce mot. Oui, je continue à le dénoncer d'ailleurs. Voilà, c'est un mot qui a été emprunté à Renaud Camus, si je ne me trompe pas, qui est un théoricien de l'extrême droite. Donc je trouve un propos, vous savez, j'ai un certain âge, donc j'ai du coup un peu de mémoire. Et malheureusement, des faits divers de ce type, extrêmement violents, évidemment regrettables, on a toujours eu tendance à les généraliser pour montrer que la société n'était plus comme avant, etc. Je me rappelle notamment au moment de tous les débats sur la question de la peine de mort, c'était beaucoup venu. Moi, je ne crois pas à cette question de décivilisation. Ce que je crois, par contre, c'est qu'on a une société plus violente, c'est vrai, d'ailleurs, qui se donne à voir de manière plus violente à travers les réseaux sociaux, à travers différentes manifestations de choses. Donc c'est à ça qu'il faut s'interroger. Maintenant, à partir d'un fait divers qui... je pense que si on regarde dans les 10-20 dernières années, on aura ce genre d'événement. Je ne suis pas d'accord pour en tirer je ne sais quelle conclusion. En plus de ça, on est à chaud, on ne sait pas qui est-ce, on ne sait pas pourquoi ça a été fait. Et vous voyez, des fois, les faits concrets inversent les commentaires. Ça s'est passé il y a encore quelques temps. Voilà, c'était il y a seulement quelques heures. Voilà, quelques temps à Annecy, où ceux qui ont parlé trop vite se sont trouvés infirmés par les faits. Donc, restons raisonnables. Et par contre, je pense évidemment aux victimes, parce que ce genre de situation est absolument abominable. Sur un tout autre sujet, le gouvernement a donc annoncé l'acte 2 de son plan de sobriété pour inciter donc les Français à réduire leur consommation d'énergie. On en avait beaucoup parlé à l'hiver dernier. Est-ce que vous y voyez là des mesures gadgets ? On peut en citer quelques-unes. La climatisation, pas au-dessous de 26 degrés, l'incitation à réduire sa vitesse sur autoroute 110 km/h par exemple. Écoutez, ça ne serait pas des mesures gadgets. Pourquoi pas, si ça s'adossait à un véritable plan pour la bifurcation écologique, qui notamment nécessite des budgets. On y viendra sûrement après. Or ça, c'est pas sur la table. Voilà. Vous savez que l'économiste Pisani-Ferry estime aujourd'hui qu'il faudrait 70 milliards de plus d'investissements pour la bifurcation écologique, pour arriver à lutter contre la détérioration du climat qui est mal partie, ou au moins éviter les scénarios les pires, parce que maintenant on en est là. Donc, pas de problème pour des mesures de sobriété, mais il faut que ça soit adossé sur un plan bien plus ambitieux en termes de rénovation thermique, un plan plus ambitieux en termes de développement du ferroviaire par rapport au tout-camion et de décarbonation de l'industrie. Et ça, pour ça, il faut de l'argent. Et là, le gouvernement, pour l'instant, manifestement, tourne le dos à cette nécessité. On va venir dans un instant sur ces pistes pour financer cette transition écologique, parce qu'il y a eu aussi des annonces, notamment faites par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Mais avant cela, je voulais vous faire réagir sur la possible dissolution d'une organisation, les Soulèvements de la Terre, une organisation que vous connaissez bien, Éric Coquerel. Cette possible dissolution pourrait intervenir en Conseil des ministres demain. Est-ce que ça vous choque ? Sur quel bruit ça me choque, oui. Vous savez, là en ce moment, il y a un procès pour des néo-nazis qui avaient imaginé faire pire que le Bataclan vis-à-vis de meetings de Jean-Luc Mélenchon, de concerts de Médine, et s'attaquant aussi, je crois, au CRIF. Bon. De plus en plus se développent des groupuscules comme ça, néo-nazis, qui profèrent des slogans racistes, fascistes et autres dans la rue, et même font pression sur des maires pour les empêcher, par exemple, d'accueillir des migrants. On l'a vu récemment. Et qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il s'attaque à ceux qui, justement, dénoncent la question climatique. En quelques années, il y a eu 2 fois plus de personnes issues de l'écologie radicale qui sont surveillées en dehors de tout cadre administratif par la police. C'est les chiffres qui ont été montrés. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de maintenir l'ordre
de maintenir, j'allais dire, quelque part le désordre, parce qu'en réalité, sur la question climatique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au niveau où il faudrait. Et vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des institutions européennes de droits de l'homme, au niveau international, sont en train de dénoncer ce qui se passe en France comme extrêmement inquiétant. Donc non, il ne faut pas dissoudre le soulèvement La de la base terre. qui est avancée, on le verra demain, c'est l'organisation de ce groupe avec des actes violents, des appels à la violence et à la destruction de biens matériels. Mais ça ne peut pas se décider de manière administrative, que la justice fasse son travail. Si on pense que les soulèvements de la terre ont des actions, à certains moments, on parle d'éco-terrorisme, qui est une manière, j'allais dire, même scandaleuse par rapport aux victimes du vrai terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, utilise ce terme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est une manière de... Comment est-ce qu'il faut les qualifier? C'est une vision révisionniste des choses, du si climat. vous me permettrez, parce que pour les vraies victimes de terrorisme, ça doit leur faire mal d'entendre que des militants écologistes qui luttent contre une ZAD et autres sont dénoncés comme des terroristes. Donc, moi, je crois que on ne fera pas taire la mobilisation contre notamment des grands projets inutiles et nuisibles en procédant à ce genre de Éric Coquerel, vous êtes un élu de la République. Oui. Est-ce que vous cautionnez ces mouvements, ces organisations, ces manifestations quand elles s'inspirent, par exemple, de méthodes utilisées par les Black Blocs, où on cache les visages, par exemple? Il ne faut pas mélanger tout. Je veux dire, je n'ai pas vu du côté des soulèvements de la terre des appels à la violence contre des personnes et autres. Voilà, en plus, vous savez que c'est un réseau, donc c'est compliqué. C'est pas une organisation structurée en tant que telle. Association. Voilà, c'est une chose de dire qu'on veut, par exemple, faire des actions de ce qu'on appelle d'agite-prop, de mobilisation, y compris en occupant des lieux, même de manière illégale, de résistance civique. C'en est une autre d'organiser des violences physiques contre des personnes. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, les soulèvements de la terre ne professent pas ce genre de violence. Donc c'est pour ça que je vous dis sur quoi se base le ministre de l'Intérieur. Et s'il devait y avoir dissolution, il y aura recours? J'espère, oui. Il faut arrêter avec... Enfin, on a un État, on a un gouvernement aujourd'hui qui emprunte des voies toujours plus autoritaires vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent à son pouvoir. Alors ça passe à certains moments par des dénonciations. On se rappelle, il aura des contre-pouvoirs. Il dénonce la LDH quand la LDH lui va pas. Il dénonce telle ou telle institution. Et là, maintenant, c'est une organisation en l'affublant de toutes les caractéristiques pour la criminaliser. Je vous le répète, à ce stade, SVT, les soulèvements de la terre, n'a pas professé de violence physique. Effectivement, là, serait problématique. Il ne théorise pas ça. Il théorise par contre des formes d'action qui, j'allais dire, sont vieilles, un peu comme le mouvement social en France et comme le mouvement écologiste, et qui fait face à une situation qui devrait tous nous alarmer. C'est qu'on va tous vers une catastrophe climatique. Donc ça, la destruction, par rapport à ça, que l'on comprenne bien votre propos ce matin, Éric Coquerel, la destruction, par exemple, de cultures maraîchères, comme on l'a vu en Loire-Atlantique, de plants de muguet, ne vous choque pas en tant que tel? Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il aurait fallu dissoudre José Bové et ses amis quand, par exemple, ils ont mis... faucheurs d'OGM. Voilà, les faucheurs d'OGM, notamment à McDo. C'est une bonne question. Or, aujourd'hui, on considère que peut-être que leur action a été nécessaire par rapport à une vision productiviste à l'époque de l'agriculture, une vision de la malbouffe. Donc, moi, je pense que toute société doit quand même accepter, dans une certaine limite, évidemment, les mobilisations, le contre-pouvoir, la manière dont il s'exerce. Bon, et que cette limite, pour moi, je vais vous dire, pour moi, c'est la violence physique. Voilà. Ça, c'est une chose d'un côté. Ce qui est action, et encore, il faudrait voir en quoi SVT, les soulèvements de la terre, sont réellement les organisateurs de cela. C'est pas parce que vous appelez à des mobilisations que vous êtes forcément ceux qui, dans des mobilisations, ont des pratiques que l'on peut éventuellement condamner, que la justice peut attaquer. Donc je dis que ces décisions administratives, ça ne peut pas passer en dehors de la case justice, et donc je m'oppose à cette dissolution. Vous y voyez une volonté, une dérive autoritaire du pouvoir? Oui, une dérive autoritaire, oui, ça je vous Parce que depuis le début du quinquennat, le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quand il y a eu dissolution d'associations, d'organisations, ces associations étaient plutôt à caractère d'extrême droite ou revendiquées comme les... On a eu beaucoup de mal à faire dissoudre des organisations qui... Alors 26 associations depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Eux, pour le coup, font des actes physiques violents. On a eu beaucoup de mal. Mais je vous fais remarquer une chose, c'est que oui, vous me demandez si c'est autoritaire. Ma réponse est oui. On n'a jamais vu autant, par exemple, de milliers de gardes à vue pour un oui, pour un non, en France, simplement pour des personnes qui participent à un rassemblement. On n'a jamais Vous parlez des dernières manifestations contre la réforme des retraites. On n'a jamais vu une utilisation, c'est pas la police en tant que telle que je critique, une utilisation de la police dans un maintien de l'ordre avec des armes, y compris considérées comme létales dans la plupart des pays européens. Et là encore,
que ce soit au niveau de l'ONU ou de l'Union européenne, oui, vous avez une condamnation d'espèces de dérive qui consiste à faire en sorte que vous mettez la force quand vous avez une population toujours plus majoritaire contre un projet. Et de ce point de vue-là, oui, pour moi, il y a une dérive autoritaire. Alors, je vous interrogeais sur les mesures pour inciter les Français à plus de sobriété énergétique. Vous me disiez... pas forcément gadget, s'il y a aussi derrière des financements. Certains ont été présentés par Bruno Le Maire pour financer cette transition écologique et notamment mettre fin aux niches brunes, vous savez, sur le carburant, avec le secteur du transport routier, du bâtiment et de l'agriculteur qui seront concernés. Alors, pas tout de suite, la séquence s'étalera jusqu'en 2030. Est-ce que vous dites, l'intention est bonne, mais pas le calendrier? Ah bah c'est clair. C'est-à-dire que la seule mesure de baisse de ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches fiscales, notamment les niches brunes. Il faudrait s'attaquer à beaucoup d'autres, je vais y venir. Cela, c'est d'ici 2030. Par contre, les mesures qui sont annoncées, où on s'attaque au déremboursement des médicaments, c'est-à-dire on dérembourse des médicaments... On y viendra. Mais... Oui, mais d'accord, mais celles-là, elles sont immédiates. Sur le logement, alors qu'on a une crise du logement en France de manière terrible. Sur l'emploi, la formation, où les gens devront payer leur formation, là, c'est tout de suite. Et par contre, les niches brunes, c'est d'ici 2030. Vous remarquerez que c'est après... le 2027, donc c'est bien pratique. Donc je trouve que ce qui est annoncé, je vous réponds, ne répond ni aux besoins de recettes que nous avons dans ce pays pour justement faire face à la transition écologique, ni d'un point de vue écologique n'est suffisant. Où est le grand plan ? Quel serait le bon calendrier pour ces secteurs qui vont être particulièrement impactés ? Je ne vais pas vous répondre comme ça. Je pense que tout le plan qui a été présenté hier ne tient pas la route. Voilà ce que moi j'estime. Il part de l'idée que le quoi qu'il en coûte est derrière nous. Je pense que d'un point de vue de la transition écologique, de la crise écologique que nous avons devant, pour ne pas parler d'ailleurs d'autres problèmes, de l'hôpital et autres, je pense que le quoi qu'il en coûte est devant nous. C'est-à-dire qu'il va falloir, ne serait-ce que pour continuer à respirer sur cette planète, je me permets cette image, vous comprenez un peu ce que ça signifie, eh bien, il va falloir beaucoup investir. Et qu'est-ce que fait le plan présenté hier ? Il définit la dette comme l'alpha oméga de toute politique, c'est-à-dire une vision comptable, alors que la dette écologique est à mon avis bien plus grave. Il propose de ne pas augmenter les impôts des plus riches et des détenteurs de capitaux qui, depuis des années, ont accumulé des richesses souvent inutiles transformées en dividendes. Et d'un autre côté, il nous dit qu'il va s'attaquer à des dépenses publiques qui aujourd'hui fragilisent déjà la population à travers les questions de santé, de logement, d'emploi. Donc tout ça ne rime à rien. Ce matin, le ministre est revenu sur une autre piste pour avoir des recettes, s'attaquer à la manne, entre guillemets, des sociétés autoroutières, avec effectivement ce projet à l'étude, dit Bruno Le Maire, de taxer en quelque sorte ces sociétés d'autoroutes, là aussi sur un calendrier assez éloigné, pour récupérer 2 à 3 milliards. Ça va dans le bon sens, une nouvelle fois. Ça déjà c'est mieux, mais je veux dire, j'attends déjà de voir que ça soit le cas. Moi je pense qu'il faut revenir sur ce qui a été la privatisation d'une certaine manière, en tout cas en termes de concession des autoroutes. Et il est évident que, vu le rapport de l'IGF qui est sorti il y a quelques temps... Le Conseil d'État dit on ne peut pas modifier la durée des concessions. Oui, voilà, mais on peut effectivement envisager une taxe, et puis surtout on peut ne pas recommencer la même erreur. On peut revenir à des concessions publiques au lieu que l'argent parte vers des dividendes des sociétés qui s'occupent des autoroutes et qui ont eu des contrats manifestement, selon ce rapport de l'IGF, très avantageux au moment du bouclage. Donc que Bruno Le Maire fait ça, je crois que notamment c'est en vue d'un grand plan ferroviaire nécessaire pour développer le fret, ce qui nécessiterait déjà de sauver l'entreprise Fret SNCF, qui est l'entreprise publique qui est aujourd'hui menacée de disparition. Donc oui, pourquoi pas, mais plus globalement, j'allais dire que cet argent qui dort dans les dividendes, enfin qui est utilisé dans les dividendes pour l'enrichissement de certains, je crois qu'il faut envisager pour les années à venir une taxe importante afin de financer à la fois le développement du ferroviaire, à la fois la question de la bifurcation écologique, à la fois un grand plan pour les hôpitaux, au lieu quelque part de faire payer toujours les mêmes, c'est-à-dire les salariés et les usagers, tel que l'a prévu hier l'annonce des assises pour les finances publiques. Vous l'avez cité, Bruno Le Maire, qui propose également de faire des économies sur les arrêts maladie. Ces arrêts maladie qui sont en hausse continuelle depuis maintenant une dizaine d'années. À votre avis, pourquoi il y a plus d'arrêts maladie ? Est-ce que c'est parce que les gens sont feignants, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un mal-être, une pression toujours plus forte au niveau du travail, le fait d'avoir toujours plus de mal à terminer les fins de mois, le fait éventuellement de moins bien se soigner, qu'on vient de le voir au niveau déjà de l'état de la santé dans ce pays avec des déserts médicaux. Qu'est-ce qui explique les arrêts maladie ? Moi, je crois que ce qui explique les arrêts maladie, c'est qu'on a une pression toujours plus forte qui est faite aujourd'hui sur les salariés. Augmenter le nombre de jours de carence, pour vous,
Non, avec je une suis charge absolument contre. supportée par Oui, je suis l'entreprise, peut-être pour mais je suis responsabiliser justement les employeurs. Mais attendez, mais c'est pas les employeurs ou les salariés qui sont responsables des arrêts maladie. Les arrêts maladie, c'est que les gens ne sont Les pas conditions de bien, travail, on s'arrête. c'est la responsabilité de l'entreprise. Vous avez raison, il y a certaines entreprises qui sont directement responsables des conditions de travail, mais il y a aussi les lois qui sont responsables des conditions de travail. Quand vous décidez de prolonger l'âge de la retraite de 2 ans de plus, par exemple, eh bien, vous indiquez un avenir pour les salariés qui arrivaient justement, qui étaient prêts de prendre leur retraite, qui est véritablement pas bon quand déjà ils sont fatigués. Donc c'est pas seulement les entreprises, c'est aussi quelle politique est proposée par l'État. Et cette politique-là, malheureusement, depuis des années, que ce soit à travers le fait que les salaires, par exemple, ne sont pas indexés sur l'inflation, donc il y a une perte de pouvoir d'achat, que ce soit sur des mesures toujours plus dures en termes du code du travail, en termes des retraites, eh bien, fait pression sur les salariés. Et il ne faut pas étonner à partir de là que les gens soient malades, que ce soit physiquement ou psychiquement. Éric Coquerel, je voudrais avoir votre réaction sur les annonces faites notamment par l'entreprise Airbus sur le secteur aérien avec des commandes qui se chiffrent en milliards d'euros pour le constructeur sur de très longues années. Est-ce que vous vous en félicitez? Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, où il y a l'aéroport, bien sûr, Roissy-Charles de Gaulle, le développement et le actif avec les jets privés de manière importante. Est-ce que cette croissance du secteur aérien, finalement, ça vous pose un paradoxe? C'est comme toute croissance à un moment donné de moyens de transport ou de moyens de production industrielle qui sont peut-être bonnes pour l'emploi, mais qui à un moment donné posent un problème d'un point de vue écologique. On n'a plus les moyens de tout ça. Voilà. Bon. Donc je crois que par exemple au niveau du transport aérien, oui, il faut réfléchir au transport aérien. Je sais que ça se fait. L'avion vert. Voilà, il faut réfléchir à un avion vert qui soit réellement vert, c'est-à-dire qui ne soit pas forcément basé pour l'instant sur l'hydrogène, dont on sait qu'il faut pas mal de produits carbonés pour le produire, de fait. Donc voilà, il y a une réflexion à ça. Moi, je crois que la question du transport et de l'avion, puisqu'on parle d'emploi, est à considérer de manière globale. C'est pour ça que je pense qu'il faudra un pôle public du transport, c'est-à-dire que quand on peut, quand c'est aussitôt qu'il y a des temps de parcours courts, il faut privilégier le train sur tout autre moyen de transport. Nous, on a fait des propositions de loi dans ce sens, notamment par rapport aux lignes intérieures. Il faut aller vers des limitations par rapport à l'aviation de manière nécessaire. Par exemple, on s'est opposé... Avec un nombre de trajets, par exemple, limité par Oui, parce que nous ne pourrons plus continuer à vivre comme nous avons à vivre. Mais j'allais ajouter quelque chose, vous savez, on peut quand même bien vivre. Pour bien vivre, il faut, contrairement à ce que dit le gouvernement, partager les richesses. Parce que le problème aujourd'hui, ce qui coûte cher, le plus cher, c'est le fait que vous avez des personnes qui s'enrichissent de manière massive. Et s'enrichir de manière massive, c'est aussi, produire plus de CO2. Éric Coquerel, un mot maintenant sur le bilan, un an après la réélection d'Emmanuel Macron et l'entrée en fonction de nouveaux députés, dont ceux de la France Insoumise. Finalement, à l'heure du bilan, on voit que vous avez passé beaucoup de temps dans l'hémicycle et que vous avez légiféré. Ça avance finalement, contrairement à ce que l'on peut entendre dire parfois, cette majorité toute relative, des textes sur le pouvoir d'achat, sur la santé, l'accompagnement au travail, le nucléaire. Vous voulez dire que l'Assemblée travaille? Oui, elle travaille, ça, il n'y a pas de souci. Le petit problème, c'est que nous avons depuis un an beaucoup de textes qui passent sans le fait de voter. Alors, les textes budgétaires avec le 49.3. Tous les textes budgétaires, le texte sur les retraites, où il n'y a pas de vote, et où l'essence même de l'Assemblée nationale, qui est de voter, la représentation nationale, nous est interdit parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas de majorité. Bon. Et ça, j'allais dire que la question, quelque part, ne repose pas sur les députés qui bossent, qui travaillent, mais repose sur des députés dépourvus du sens de l'intérêt général. C'est ce commentaire fait par Marine Le Pen sur les parlementaires de la France Insoumise qui ne votent jamais dans le sens de l'intérêt du pays. On n'est pas les attaques du Rassemblement national. Bon, oui, j'ai vu que Marine Le Pen et le Rassemblement national votaient souvent, d'ailleurs. Vous-même, vous n'avez voté aucun texte du gouvernement, en tous les cas. Non, on n'a voté aucun texte parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de texte sur lesquels on pouvait voter pour. Il y en a certains où on s'est abstenu. Mais effectivement, la politique du gouvernement aujourd'hui, nous nous y opposons. Nous sommes une véritable opposition sur une politique qui s'attaque, je l'ai dit, principalement aux salariés, qui respecte les revenus du capital et qui, de manière globale, n'avance pas dans l'intérêt général du pays. Donc si Mme Le Pen trouve que cette politique est bonne, c'est une bonne indication de l'avenir que nous propose le Rassemblement national si jamais ils arrivaient au gouvernement. Votre opposition systématique au texte du gouvernement, est-ce la raison pour laquelle... C'est pas une opposition systématique, c'est que nous sommes une opposition, on a le droit quand même. Votre poste de président de la Commission des Finances pourrait être remis en cause, en question? Est-ce que vous avez eu
des échanges avec la majorité à ce sujet? Écoutez, d'abord, je constate que ce n'est pas toute la majorité. Il y a certains, j'ai notamment entendu Aurore Berger, mais il y a d'autres gens dans la majorité qui, manifestement, pensent que ça irait peut-être un peu loin dans la remise en question du droit de l'opposition. Je dis ça parce que le président de la Commission des finances, d'un point de vue constitutionnel, est dans l'opposition et on laisse l'opposition choisir son président. Donc il faudrait, pour me déjuger, pour me renverser, que la majorité participe à ce vote qui n'a jamais été fait. Donc heureusement, dans la majorité, certains aujourd'hui trouvent que ça va un peu loin si ça allait là-dessus. Et dans l'opposition, pour l'instant, ils ne trouvent pas de gens qui ont envie de jouer ce jeu-là. J'ai entendu M. Marleix ce week-end dire que les Républicains n'iraient pas, ne participeraient pas à ça. Tant mieux. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être venu sur le plateau d'LCI ce matin et donc sans doute encore président de la Commission des finances pour plusieurs mois encore. La suite, c'est Elisabeth Martichoux et le temps de l'info. Restez sur LCI.